bonjour à tous. Alors, cette présentation, vous pouvez la voir comme un cours sur le changement climatique de 20 minutes. Donc, je vais essayer à la fois d'être exhaustive pour que vous compreniez bien l'information climatique tout en délivrant des messages clés. Donc, la présentation s'articule en 3 temps. Dans un premier lieu, on va faire le constat du changement climatique, à la fois sur la Réunion et dans notre bassin sud-ouest de l'océan Indien, en termes d'activité cyclonique. Et pour ça, on va faire un retour vers le passé avec les observations météo. Dans un deuxième temps, on va faire des projections dans le futur, sur des horizons temporels de milieu de siècle ou de fin de siècle, parce qu'en climat, ce qu'il faut savoir en changement climatique, c'est qu'on n'est pas capable de prévoir la température qui va faire, par exemple, le 2 janvier 2056. Par contre, on peut dire les tendances qu'on va avoir sur des périodes de 30 ans en moyenne, donc horizon de milieu de siècle 2041-2070 ou 2071-2100, sur des paramètres clés comme les pluies ou la température. Donc, dans un premier temps, dans cette deuxième partie, je présenterai un peu de vocabulaire sur le GIEC, les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et les simulations climatiques globales CMIPSIS. Et puis, j'expliquerai les méthodes qu'on a utilisées dans le cadre du projet BRIO pour affiner les projections sur la Réunion. Et ensuite, on regardera les messages clés du changement climatique. À la fois sur la Réunion, on peut s'attendre à des températures moyennes futures plus chaudes, des alizés plus vigoureux dans le futur, une baisse des précipitations en saison sèche. Et puis, on s'intéressera aussi à l'évolution future de l'activité cyclonique dans notre bassin. Et bien sûr, on regardera ce qu'il en est pour l'élévation du niveau de la mer. Et la troisième partie, on s'intéressera aux enjeux du changement climatique à La Réunion, qui est un territoire fortement exposé au changement climatique. Donc on listera les risques climatiques qui sont en augmentation et on s'intéressera aux secteurs les plus vulnérables en citant quelques premières études d'impact qui ont été menées pour ces secteurs climato-sensibles. Alors, on commence par cette première partie où on fait un retour en arrière vers le passé avec les observations. Au niveau du globe, sur toute la surface terrestre, le dernier exercice du GIEC a montré que la température moyenne sur le globe s'est réchauffée de 1,1 degré sur la dernière décennie 2011-2020 par rapport à l'ère pré-industrielle 1850-1900. Ce réchauffement, il est sans précédent, notamment par rapport aux 2000 dernières années, et il peut être attribué sans équivoque au forçage anthropique, c'est-à-dire à la présence des activités humaines. Et ça, c'est bien illustré sur ce graphique, puisqu'on voit depuis 1850 jusqu'à 2020 l'évolution de la température telle qu'elle a été observée en noir. Et on voit que les simulations des modèles numériques globaux reproduisent bien cette évolution de température quand ils sont forcés par les émissions de gaz à effet de serre et aussi par la variabilité naturelle. Alors que les simulations qui ne sont forcées que par les forçages naturels comme les éruptions solaires et volcaniques ne reproduisent pas cette élévation de température. Donc ce graphique, il est sympa pour les climato-sceptiques. Ensuite, quid de la Réunion? Alors à la Réunion, on n'est pas épargné par le changement climatique. Et nos relevés sur le dernier demi-siècle montrent qu'on a une hausse significative de à peu près 1 degré de température sur les 50 dernières années. Donc c'est ce qui est illustré ici sur ce graphique. Et on voit aussi, donc c'est les anomalies de température par rapport à la période de référence. Et on voit aussi que les 10 dernières années ont été les plus chaudes. Et c'est aussi valable partout dans le monde. Donc en fait, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un pays émet peu de gaz à effet de serre qu'il n'est pas concerné par le réchauffement climatique. Parce que les gaz à effet de serre vont se propager dans toute l'atmosphère et donc se redistribuer. Et tout le monde est concerné par le changement climatique. Ensuite, en termes de précipitations, sur l'île de la Réunion, vous voyez une carte ici des tendances de précipitations sur différentes stations. Et en fait, on constate que la baisse significative des précipitations se produit essentiellement sur le sud-ouest, où on observe un déficit de 36% en 60 ans. Ensuite, si on s'intéresse aux précipitations intenses, c'est-à-dire quotidiennes, c'est-à-dire les jours où la pluie excède 100 mm en vert clair ou 200 mm en vert foncé, depuis la période sur les 60 dernières années, depuis 1961 jusqu'à 2022, on voit qu'en fait, il y a une forte variabilité naturelle
décennale et interannuelle, mais il n'y a pas de tendance significative pour l'instant décelable sur l'occurrence des épisodes de fortes pluies à La Réunion. Alors en termes d'activité cyclonique, cette fois on est sur l'ensemble de notre bassin océanique sud-ouest de l'océan Indien. On illustre ici le nombre de tempêtes en orange et de cyclones en rouge sur les 40 dernières années. Et pour l'instant, grâce aux observations, on ne décèle aucune tendance significative sur le nombre de systèmes ou leur intensité sur notre bassin. Alors j'en arrive à ma deuxième partie où cette fois on va se projeter dans le futur. Et je vais commencer par un peu de vocabulaire sur le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui a défini 5 scénarios pour représenter l'évolution future possible des concentrations de gaz à effet de serre, comme par exemple le dioxyde de carbone, qui est illustré ici à gauche, avec son évolution plausible, mais aussi d'autres gaz à effet de serre comme l'ozone et les aérosols pour le XXIe siècle et au-delà. Alors ces scénarios, on les appelle les RCP, pour Representative Concentration Pathways. Ils correspondent maintenant, dans le dernier rapport du GIEC, à 5 familles qui rendent compte des diverses stratégies d'adaptation et d'atténuation qu'on sera amené, la société, à prendre. Donc je vais essayer de vous expliquer les chiffres qui peuvent paraître un peu barbares à côté de ces termes SSP. Donc les familles, elles sont au nombre de 5 dans SSP. Donc 1, c'est les familles où on a le plus de politiques d'adaptation et d'atténuation. Et 5, c'est la famille où on fait business as usual, on ne prend pas en compte le fait qu'on a du changement climatique et on continue. Ensuite, le deuxième chiffre qui apparaît, 2.6, c'est le RCP. En fait, c'est un chiffre en watts par mètre carré. C'est un forçage radiatif. Donc qu'est-ce que c'est le forçage radiatif? C'est une modification du bilan radiatif de la planète. Et qu'est-ce que c'est le bilan radiatif? C'est la différence entre l'énergie solaire incidente reçue à la surface de la Terre et l'énergie infrarouge réémise par la Terre qui peut être piégée par les gaz à effet de serre. Donc plus ce chiffre est élevé et plus le système Terre-atmosphère gagne en énergie et se réchauffe. Donc ici, dans cette présentation, on va se concentrer sur 3 scénarios. Le premier qu'on peut appeler optimiste, qui correspond à des fortes réductions d'émissions de gaz à effet de serre et un effort international, visant à un net zéro, comme on le voit sur la courbe bleue, en 2080, net zéro d'émissions de carbone, et qui répond aux accords de Paris de la COP21, qui vise à limiter le réchauffement planétaire en deçà de 2 degrés à l'horizon 2100. Ensuite, on a le scénario intermédiaire, SSP 2, 4, 5, qui correspond à une poursuite des émissions actuelles jusqu'à 2050, on le voit ici en jaune, et ensuite à une diminution. Et le scénario pessimiste, SSP 8.5 en rouge, l'extrême en haut, il correspond à de fortes émissions, un doublement du dioxyde de carbone en 2050 et un triplement à l'horizon 2100. Et ça correspond bien sûr à une poursuite de la croissance démographique actuelle et économique et une forte dépendance aux énergies fossiles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de ces scénarios? Eh bien, pour quantifier de quelle façon le climat pourrait évoluer pour de tels scénarios socio-économiques, les centres de modélisation de climat sur le globe, il y en a à peu près une vingtaine, font tourner leurs modèles de climat globaux respectifs pour obtenir un jeu de données qu'on appelle CMIPSIS et qui permet d'analyser les tendances climatiques passées et futures. Alors par exemple, ici sur un graphique tiré du dernier rapport du GIEC, on voit l'évolution des tendances de température, donc des anomalies de température par rapport à la période de référence pré-industrielle, 1850-1900 par exemple, pour divers scénarios. Donc un exemple, c'est le scénario ici en rouge clair, le 3.7.0, pour lequel on voit qu'en 2100, la température augmenterait en moyenne de 4,5 degrés sur l'ensemble du globe. Mais cette valeur, en fait, elle dépend des modèles numériques parce que chaque modèle numérique de climat a ses propres erreurs intrinsèques et on ne sait pas lequel est le plus juste. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir ce jeu de données parce qu'il permet de quantifier l'incertitude et ici on voit qu'il y a à peu près plus à moins 1 degré d'incertitude sur la modélisation numérique et qu'il y a certains modèles de climat qui prévoient plus 6 degrés à l'horizon 2100. Ce graphique il permet aussi de montrer qu'en fait tout est joué pour le milieu de siècle ou pour de l'année 2040, c'est-à-dire que la température va inévitablement augmenter de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle parce que les gaz à effet de serre, ils ont une certaine durée de vie dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, c'est 100 ans par exemple.
Donc avant d'être lessivés et de disparaître, ils restent là. Et donc les gaz à effet de serre qu'on a émis durant les 20 dernières années, 30 dernières années, font que la température va inévitablement augmenter. Par contre, on voit qu'à partir de 2040, on a des divergences suivant les scénarios et qu'on peut encore jouer sur la température en fin de siècle et future. Alors maintenant, je vous expose quelques méthodes qu'on a utilisées justement dans le projet Brio pour affiner ces projections sur la Réunion. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est dans les simulations climatiques globales, le jeu de simulation CMIP6, en fait, on a des résolutions de 150 km. C'est-à-dire que les modèles, ils prévoient l'évolution des paramètres météo sur une boîte de 150 km par 150 km. Donc vous imaginez bien que la Réunion, dans une telle boîte, elle est vue comme de la mer. Et il n'y a pas du tout de relief, puisqu'on a à peu près 70 par 80 km de dimension. Et du coup, c'est important, vu nos microclimats, d'aller zoomer sur notre île. Et zoomer, c'est peut-être pas le bon terme, parce qu'en fait, on va gagner en résolution en faisant ce zoom. Et ça s'appelle la descente d'échelle dynamique. Et c'est illustré ici, c'est-à-dire qu'on a utilisé un modèle régional de climat avec ce domaine-là. Et ensuite, donc il est à 12 km de résolution, il prévoit l'évolution des paramètres météo sur des boîtes de 12 km par 12 km. Et après, on a utilisé des adaptations statistiques à partir du jeu de données d'observation dans le passé pour affiner la résolution à 3 km. Donc pour pouvoir prévoir les évolutions de température et de pluie. On a aussi utilisé des descentes d'échelle statistiques directement à partir des simulations globales CMIP6. Et donc ces descentes d'échelle, elles vont permettre de préciser les impacts attendus à l'échelle des territoires de la région. Donc les thématiques de ressources en eau, habitat, énergie, agriculture, utilisation des sols, et ça, j'y reviendrai dans la troisième partie. Alors maintenant, on passe aux résultats clés. À La Réunion, mais aussi sur les petites îles de l'océan Indien, comme Mayotte et Seychelles, etc., Comores, on s'attend à une élévation des températures moyennes. Pour La Réunion, on aura une élévation d'environ 1 degré dans le scénario optimiste en bleu, SSP 126, et 3,5 degrés en moyenne pour le scénario extrême 585. Et donc ces valeurs moyennes, elles sont attachées à des incertitudes liées à la modélisation qui sont de l'ordre de plus ou moins 0,5 ou plus ou moins 1 degré, suivant le scénario. Il faut savoir que ces valeurs, elles se situent plutôt dans la fourchette basse des projections globales sur la sphère pour les mêmes scénarios, parce qu'en fait, on est entouré de mer, donc c'est notre chance, et comme la mer, elle a une plus forte inertie thermique, elle se réchauffe moins vite, donc on peut en bénéficier. Mais enfin, ce n'est pas non plus des grandes différences. Alors, du coup, vu l'élévation de la température moyenne, on va avoir des températures nocturnes et des températures diurnes plus élevées. Et il faut savoir qu'en fait, c'est durant la saison chaude que la hausse des températures sera la plus élevée. Donc ici, on a mis un exemple du nombre de jours où la température maximale excédera 31 degrés à Gilo. Dans le passé, sur la période de référence 81-2010, on avait à peu près 16 jours dans l'année en moyenne où cette température excédait 31 degrés. Dans le futur, si on part sur un scénario le plus optimiste, cela pourrait se produire environ 70 jours par an. Et dans le scénario extrême le plus pessimiste, la température excéderait 31 degrés plus de la moitié de l'année. En termes de vent sur l'ensemble du bassin, mais plus précisément aussi sur la Réunion, on s'attend à un renforcement de l'anticyclone des Mascareignes, quel que soit le scénario ici, optimiste à gauche et pessimiste à droite. Le renforcement sera plus ou moins soutenu et on aura donc une accélération des alizés, et notamment pendant les mois d'hiver où les alizés soufflent déjà avec force. Donc on peut s'attendre dans le futur, le message clé, à des épisodes plus soutenus d'alizés en hiver, en particulier dans le scénario pessimiste. En termes de précipitations, c'est-à-dire de pluie, on voit ici des cartes pour les 4 trimestres de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc c'est les anomalies de précipitation par rapport à la période de référence 81-2010, en fin de siècle, à l'horizon 2080. Et en marron, vous avez les zones d'assèchement, et en bleu, les zones où il y aura plus de pluie. Donc ce qu'on note, c'est qu'il y aura des disparités trimestrielles,
Et il y aura surtout une baisse des précipitations en saison sèche de juin à décembre, donc sur une vaste zone géographique qui inclut les Mascareignes. Et il y aura aussi un allongement de la saison sèche vers le dernier trimestre de l'année, comme on le voit ici, et probablement lié à un retard de démarrage de la saison des pluies. Alors si on fait un focus plus précisément sur les déficits attendus, donc c'est des anomalies en rouge de pluie, grâce à la méthode de descente d'échelle statistique à partir de 22 modèles du GIEC. On voit ici pour le scénario optimiste les déficits annuels attendus à l'horizon toujours 2080 et les déficits attendus pour le scénario pessimiste à droite. On voit que dans le scénario, donc on a à peu près 5 à 10% de déficit estimés à attendre. Et en fait, ça va dépendre aussi de l'endroit sur l'île. On voit que l'ouest est plus affecté, la région sous le vent. Et par contre, c'est au second semestre que les choses vont être plus délicates, puisque c'est déjà un semestre qui est peu arrosé. Et on pourrait s'attendre à des baisses de précipitations de 20 à 35% suivant le scénario retenu. Et puis le renforcement des alizés dont on a parlé tout à l'heure, il pourrait accroître le contraste de pluviométrie entre les zones justement sous le vent, qui seront plus impactées par le déficit, et les zones au vent. Alors, en termes d'évolution de l'activité cyclonique dans l'ensemble du bassin sud-ouest de l'océan Indien, sans détailler forcément les graphiques, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va s'attendre à pas forcément à un plus grand nombre de systèmes, ils seront même peut-être un nombre en diminution légèrement, mais par contre, quand ils se produiront, les systèmes seront plus intenses. Donc, on observera une augmentation des précipitations au sein des systèmes tropicaux. Cette augmentation, elle est aussi liée à l'élévation de température, puisqu'un air réchauffé peut contenir plus de vapeur d'eau. Un renforcement de l'intensité des systèmes les plus intenses, une probable diminution du nombre total de systèmes et une probable poursuite dont on a discuté tout à l'heure, de la migration vers les pôles du maximum d'intensité cyclonique. C'est-à-dire qu'un cyclone comme Freddy, qui était très intense, dans le futur, il pourrait arriver directement sur la Réunion puisqu'il serait localisé un petit peu plus sud. Et donc là, je vous dis, les dégâts, ils seront différents. Ensuite, ici, on s'intéresse à la poursuite de l'élévation du niveau de la mer. Je ne vous en ai pas parlé dans la partie 1 sur les observations, mais on a des observations satellitaires qui permettent de mesurer la vitesse de l'élévation des océans. D'après le dernier rapport du GIEC, cette vitesse moyenne sur le globe, c'est 3,7 mm par an. Ça ne paraît pas beaucoup comme ça, mais dans le sud-ouest de l'océan Indien, grâce à cette carte, on voit que c'est un peu plus élevé, parce qu'en fait, il y a des disparités géographiques, et on est plutôt à plus 5 mm par an environ, ce qui fait déjà, depuis 1993, plus 14 cm d'élévation du niveau de la mer. Et si on s'intéresse aux projections pour le futur, le GIEC montre l'élévation du niveau de la mer attendue à l'horizon 2100 et même 2150 dans les différents scénarios. À l'horizon 2100, entre le scénario pessimiste et le plus pessimiste, on peut s'attendre à une élévation du niveau des océans de plus 30 cm à 1,5 m. Et en fait, si on s'intéresse aussi à la période 2150, c'est pas pour vous faire peur, mais il y a aussi une possibilité dans le scénario pessimiste, avec la déstabilisation des calottes glaciaires, d'arriver à du plus 5 mètres. On en arrive à la troisième partie de l'exposé avec les enjeux sur la Réunion, qui est donc une île fortement exposée au changement climatique et qui a des vulnérabilités en ce sens. Donc ici, j'ai essayé de lister les principaux risques climatiques qui concernent la Réunion et qui vont être en augmentation. Il y a le risque inondation, donc sur le littoral à la fois et dans les ravines par ruissellement, induisant aussi un risque mouvement de terrain dans les cirques. Le risque littoral à cause de l'érosion côtière et de la submersion marine due à l'élévation du niveau de la mer, aux houles cycloniques qui seront supérieures et à la houle australe. Ensuite, le risque cyclonique, comme on l'a vu, il sera croissant puisqu'on aura des systèmes plus intenses qui produiront plus de précipitations et qui pourront potentiellement affecter plus les Mascareignes à cause de la migration vers le pôle du maximum d'intensité. Et puis, donc, vu qu'ils ont une intensité croissante, les vents seront plus forts et les houles affectant le littoral seront également plus fortes avec des surcotes.
Et donc l'enjeu, bien sûr, c'est l'aménagement du territoire, notamment la zone côtière qui concentre une forte partie de la population et de l'activité économique, et puis une adaptation de nos infrastructures pour pallier au vent fort, notamment. Ensuite, il y a le risque sécheresse. On a vu qu'elles seront plus sévères et plus fréquentes au second semestre, ce qui est illustré également par ce graphique qui représente donc sur la période 81 jusqu'à l'horizon de fin de siècle, pour le scénario pessimiste, le pourcentage de territoire qui pourrait être touché par la sécheresse, mais aussi il y a une notion de temporalité, donc pourcentage de territoire touché par la sécheresse et le pourcentage de temps dans l'année. Et on voit que, quelle que soit la sévérité de la sécheresse, qui est indiquée par les plages de couleur, on aura une augmentation donc, des sécheresses. Et donc, bien sûr, le risque feu de forêt également, à cause de l'assèchement des sols, et du renforcement des alizés dont on a parlé tout à l'heure au second semestre. Et donc bien sûr, là, l'enjeu, c'est la ressource en eau, les pratiques agricoles et bien sûr la sécurité alimentaire. Ensuite, il y a le risque canicule dont on parlait tout à l'heure en discussion, avec des vagues de chaleur qui seront plus fréquentes et des températures en hausse. L'enjeu, c'est le confort des bâtiments, l'îlot de chaleur urbain, donc la climatisation, ce n'est pas du tout une solution. La santé humaine, avec le phénomène d'hyperthermie en chaleur humide, et puis les maladies vectorielles, dont on va parler juste après. Donc ici, c'est la dernière slide de la présentation. Je vous présente les secteurs les plus vulnérables et les quelques études d'impact qu'on a commencé à mener pour ces secteurs en partenariat avec des laboratoires ou des sociétés. Alors il y a le secteur agriculture et élevage, notamment la culture de la canne à sucre, en partenariat avec le CIRAD et Tereos. Donc on a calculé des évapotranspirations et puis des stress hydriques et thermiques que pourraient subir les principaux bassins canniers de la Réunion jusqu'à l'horizon 2100. Mais on pourrait aussi s'intéresser à la multiplication de ravageurs et de parasites, les espèces exotiques envahissantes, et puis aux maladies des plantes. Le secteur de la santé publique, avec justement donc, les maladies vectorielles comme la dengue et les pathogènes. Donc avec l'UMR LACI de l'Université de la Réunion, le projet Macatia a regardé l'évolution des populations de moustiques tigres. Donc on appelle ça une étude d'impact, c'est-à-dire qu'en entrée de leur modèle d'évolution de population de moustiques, ils branchent les informations climatiques régionales du projet BRIO pour évaluer l'évolution de ces populations et le risque dengue dans le futur. Ensuite, on va s'intéresser à l'hyperthermie et à la définition d'indices de confort thermique. Pour le secteur gestion de la ressource en eau, donc derrière, c'est s'adapter aux sécheresses plus fréquentes et aux périodes allongées de sécheresse, donc des captations d'eau, mais aussi de l'assainissement. On a un partenariat avec l'Office de l'eau. En termes de sécurité civile, on va calculer le risque feu de forêt avec des indices spatialisés sur la Réunion. Ensuite, il y a le secteur de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Alors pour le bâtiment, par exemple, l'UMR Piment de l'Université de la Réunion s'intéresse à l'impact du changement climatique sur l'efficacité énergétique des bâtiments en climat tropical. Et puis, il faut citer en termes d'énergie renouvelable le projet interrègle Suyo Énergie sur le potentiel d'énergie solaire mené par l'UMR LE2P, toujours de l'université. Bon, il y a aussi des projets sur la production d'hydrogène dans le futur avec des acteurs en métropole. Ensuite, le BRGM s'intéresse à la morphologie, à la morphodynamique des littoraux dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières. Et le dernier secteur, que j'ai nommé biodiversité, mais peut-être je devrais utiliser faune et flore, est la préservation des milieux naturels. On a l'adaptation des plantes au changement climatique qui est évaluée avec l'IRD, par exemple pour une espèce forestière endémique de la Réunion, Coffea mauritania. Et puis, bien sûr, le projet de biosécurité Who's Next de l'UMR PVBMT qui surveille les espèces exotiques envahissantes dans le contexte du changement climatique. Et enfin, on pourrait bien sûr s'intéresser au blanchiment des récifs coralliens et leur impact sur les écosystèmes marins. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à M. Bonardo.